Très heureux de vous savoir nombreux, mesdames et messieurs, en train de suivre cette émission Entre nous. Cette édition spéciale, nous allons revenir sur les dernières questions d'actualité. Évidemment, nous allons parler des tout sauf des rien. Vous avez certainement beaucoup de préoccupations. Nous allons revenir aujourd'hui avec le collaborateur et communicateur du chef de l'État, Monsieur Félix Abala. À l'époque, il était bien sûr chargé de la communication, du cash à la diaspora, aujourd'hui à Kinshasa. Nous allons certainement revenir sur les trains-trains quotidiens. Monsieur Félix Abala, bonjour. Bonjour, monsieur Raphaël. La question est de savoir aujourd'hui, comment d'abord, quelle est votre appréciation sur la réaction de la présidente plutôt du Parlement? Ok, d'abord, merci beaucoup. Je salue tous vos auditeurs de Congo Web et ceux qui vous suivent particulièrement. Juste une précision, une correction. Oui, c'est vrai, je suis un collaborateur et l'un des communicateurs. Je ne suis pas le seul, il y a plusieurs communicateurs. Je suis là, c'est pour essayer d'éclaircir, donner un peu des horizons éclairés à l'opinion publique. Face à votre question, j'aimerais dire que, vous savez, la présidente de l'Assemblée nationale a des prérogatives qui lui sont dévolues, qui est celle de diriger cette institution honorable qui est l'Assemblée nationale, et l'interprétation de certaines lois de la Constitution, elle en a le pouvoir. Mais la réalité est que je ne pense pas qu'elle s'est attaquée au chef de l'État ou qu'elle ait déplacé des propos, sauf qu'elle reconnaît que l'article 148 de la Constitution de la République démocratique du Congo est inscrit dans des documents qui sont légaux, qui sont consultables au vu au su de tous. Et par rapport à la sortie médiatique du président de la République, je peux dire devant la diaspora à Londres... On va revenir sur ça, d'abord votre réaction par rapport à Madame Jeanine Maboula, qui dit aussi également le chef de l'État, s'il vous plaît, le chef de l'État, aujourd'hui il n'y a pas une crise persistante pour que nous évoquons en fait la situation de l'article 148 et dissoudre le Parlement. Mais c'est la raison pour laquelle... Non, c'est la raison pour laquelle je dis que elle a réagi par rapport à cette sortie du président de la République à Londres face à la diaspora. Vous devez comprendre ici que le président de la République, lorsqu'il s'adressait à la diaspora congolaise à Londres, le président de la République a reconnu qu'il n'y a pas crise pour le moment. Mais lorsqu'il parle, il évoque la dissolution du Parlement. Vous devez comprendre qu'il existe des symptômes qui tendent, qui vont dans le sens à pouvoir dire que ces gens, certaines personnes mal intentionnées, veulent à tout prix bloquer l'action du chef de l'État. C'est la raison pour laquelle le président de la République n'a même pas menacé, il a juste lancé un avertissement. Je comprends que l'agitation qui est à travers les réseaux sociaux ou dans les rangs de certains acteurs politiques, je ne dis pas Madame Jeanine Maboula, mais certaines personnes qui font des déclarations intempestives, que cela puisse atteindre un certain degré de paroxysme. C'est la raison pour laquelle on est là pour le recadrer, pour leur dire que le président de la République n'a menacé personne, il lance juste un avertissement, il en a le droit, il en a le pouvoir. En disant bic rouge, est-ce que c'est pas aussi de forme de menace? Mais non, attendez, lorsque l'on vous nomme, on vous a engagé par un patron qui vous donne la ligne et l'orientation à suivre, et surtout en matière des affaires, de la gestion des affaires publiques, et que vous ne suivez pas la ligne qui vous a été donnée comme orientation, mais vous méritez la sanction. Est-ce que le président de la République bon, c'est une question aussi que beaucoup se posent. Est-ce qu'il a pleinement le pouvoir de dissoudre le Parlement? Est-ce que parce que ici, en regardant l'article 148, en cas de crise persistante entre le gouvernement et l'Assemblée nationale, donc il n'y a pas déjà une crise persistante plutôt, et le président de la République peut, après consultation du Premier ministre et du président de l'Assemblée nationale et du Sénat, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale. Ici, après consultation. Et ici, je rappelle que le Premier ministre qu'on demande de consulter, il vient de FCC, toujours cette coalition. Le président de l'Assemblée nationale, la majorité ou carrément le maximum, ce sont membres du FCC. Et au finish, le Sénat est également dirigé par l'un de lions de FCC. Est-ce que le président de la République saura en fait aujourd'hui, est-ce que le peut
est-ce qu'il a pleinement le pouvoir de dissoudre le Parlement? Bien sûr que oui, le président de la République a pleinement le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale, le Parlement en général, la chambre basse et la chambre haute du Parlement. Mais là n'est pas le problème, nous ne sommes pas dans ce contexte parce que le président de la République l'a clairement signifié que nous ne sommes pas dans la crise. Mais en politique, on anticipe. En politique, on n'attend pas d'être devant un fait accompli pour agir. Ici, il existe des symptômes, ces formes de crise qui pourraient, je dis bien pourraient, je parle au conditionnel, pourraient s'annoncer à l'horizon. Ce sont des horizons cachés pour lesquels nous découvrons certains symptômes et à laquelle il faut une certaine pathologie. Vu que cette pathologie est connue, ça peut faire agiter certaines personnes. Mais quand on dit, dans l'esprit du législateur, que le président de la République en cas de crise persistante entre le gouvernement et l'Assemblée nationale, après consultation, il peut dissoudre. Cela voudrait dire que le président a d'abord le pouvoir d'aller consulter. On ne le pousse pas de consulter. Il peut solliciter cela. Il sollicite la consultation de ces deux personnalités qui gèrent le Parlement, de la Chambre basse comme la Chambre haute. Et le président de la République, la Constitution est claire et c'est les Français, il les consulte. Il n'est écrit nulle part que, après l'avis de cette consultation provenant du président de l'Assemblée nationale ou du Sénat, que le président de la République peut décider sur base de leur avis. Il les consulte, mais la décision reste sienne. Donc il peut décider de l'avis contraire de ces deux présidents de la chambre basse comme chambre haute, prendre une décision contraire. Pourquoi? Parce que c'est juste un avertissement qu'il lance à nos animateurs de ces institutions. Vous êtes là, le gouvernement de la République est une émanation de l'Assemblée nationale qui est passée à travers une coalition. Cette coalition, c'est le président Tshisekedi qui l'a constituée, la coalition. Et il est le président de la République, il est président-chef de toutes ces institutions, parce qu'il est lui-même l'institution de la République. Donc à ce niveau, lorsque le président de la République voudrait agir, certainement qu'il va consulter le Parlement, mais il n'est pas obligé de suivre la voie qui lui sera indiquée par ces deux personnalités, sachant qu'ils proviennent d'un autre bord politique, mais nous ne sommes pas dans ces cas. Et l'interprétation maintenant risque d'être extrapolée par certaines personnes. Nous sommes en train d'exploiter sans pour autant que nous consommons en fait le cas où c'est que le président de la République l'a dit, hein, c'est pas une crise, nous ne sommes pas dans une période de crise. Nous sommes en train de cogiter, réfléchir bien avant en fait. Et Madame Jeannine Mabunda, la présidente de l'Assemblée nationale, a évoqué l'article 165 qui dit sans préjudice de autre disposition de la présente constitution, il y a haute trahison lorsque le président de la République a violé intentionnellement la constitution ou lorsque lui ou le premier ministre sont reconnus auteurs, co-auteurs ou complices de violations graves et caractérisées des droits de l'homme, des sécessions d'une partie du territoire. Et ici, elle parle plutôt d'un fait grave, haute trahison. Le fait grave. Est-ce que le président de la République risque aussi, où Jeannine Mabunda est en train de menacer le président de la République d'une accusation de haute trahison? Non, ça n'existe pas. L'énoncé de cet article 165... Relier les faits et ce qui arrive. Non, écoutez, elle a parlé de 148, elle est partie en 165. C'est pour dire, monsieur, vous liez à 148, moi j'ai réagi à 165. D'abord, premièrement, elle n'a pas qualité de menacer le chef de l'État, sinon ça sera outrage à la personne du chef de l'État. C'est une femme très intelligente, très sage et dynamique. Elle n'osera pas le faire. Elle ne peut pas le faire. Lorsqu'on observe sa façon de diriger et de faire certaines choses, ce n'est pas une femme de cette qualité qui peut s'aventurer dans une interprétation pareille. D'abord, ça c'est de 1. De 2, d'abord, on doit ce qui parle de la haute trahison. Est-ce que vous pouvez nous donner les éléments constitutifs de cette haute trahison? Parce que les agitations sont ressorties à travers l'opinion publique, dans les réseaux sociaux, chez les internautes, dans la presse, parce que le président de la République a parlé aux Congolais.
En plus, il s'est adressé au peuple congolais, au souverain primaire. C'est le peuple congolais qui a donné mandat au chef de l'État de diriger la nation. Alors, le président de la République ne se mit que dans la peau d'une personne qui doit, par principe de redevabilité à ce même peuple, lui a tenu des langages beaucoup plus compréhensibles pour qu'il puisse comprendre l'action qu'il est en train de mener pendant le début de ce quinquennat. Un an va s'achever, nous entrons dans la deuxième année qui est celle de l'action. Si vous persistez à vous comporter comme des personnes qui ne comprennent pas l'intérêt général devant nous, en face de nous, eh bien le président de la République a le droit de vous avertir. Alors, parlons d'autre chose. Le président de la République traite le Banyamulenge, comme de Congolais. Il dit que ce sont nos frères. Est-ce que le président de la République, ici, faisait allusion, je ne sais pas, tribu de plus, au-delà de 500 ethnies que nous avons déjà aujourd'hui, est-ce qu'il faisait allusion d'une tribu de plus, ou soit c'était une autre façon de faire les choses? Du jour au lendemain, il y a beaucoup de réactions autour de ça. Reconnaître le Banyamulenge de Rwandais, bien sûr, de Banyamulenge, ils sont de Rwandais déjà d'origine, et reconnaître que ce sont des Congolais, qu'est-ce que le président de la République voulait dire derrière tout ça? Non, vous devez comprendre une chose. Cette question de Banyamulenge est une question très sensible, hautement sensible. Mais il a pris les risques, hein? Non, il n'a pris aucun risque. Pour la première fois, face à la diaspora aussi, une diaspora combattante. Laissez-moi vous répondre. Il n'a pris aucun risque parce que je trouvais sa réponse d'une sagesse vraiment très rationnelle. D'abord, avant d'extrapoler sur cette question des Banyamulenge, on doit d'abord comprendre l'histoire de notre pays. Il existe des documents, il existe même des éléments matériels qui prouvent à suffisance que ces personnes ne sont pas arrivées au Congo en 1980. Ils ne sont pas arrivés au Congo en 1990 ou en 2000. Ça prouve à suffisance que ces personnes sont arrivées depuis belle lurette en République démocratique du Congo, jadis Zaïre de l'époque. L'on a remarqué, parce qu'il faut aller sur un soubassement juridique. Il y a une ordonnance loi de 1971, du 26 mars, si je ne me trompe pas, 071-020. 71 qui veut dire l'année, 20 qui veut dire la 20e ordonnance loi de cette année, qui donne la nationalité zaïroise, congolaise, c'est-à-dire jadis de l'époque zaïroise, aux personnes du Rwanda-Urundi. Rwanda-Urundi qu'on appelle aujourd'hui communément les Banyamulenge. Il faut comprendre une chose. Ces personnes, on dit très bien dans cette ordonnance loi, les personnes, la nationalité congolaise est reconnue à ces personnes établies dans les limites de frontières de la République démocratique du Congo au 30 juin 1960. C'est-à-dire tous ceux qui sont arrivés, qui sont établis au 30 juin jusqu'au 30 juin 1960, en 71, lorsque cette ordonnance loi a été mise sur pied par le président de l'époque, Joseph Désiré Mobutu, ceux qui étaient nés en 60, dont les parents s'étaient établis dans les limites de la frontière, avant 1960 jusqu'au 30 juin 1960, avaient à peine 11 ans. Et leurs parents étaient déjà âgés de 40, les autres 50, les autres 60 ans. Alors ces personnes qui ont élu intérêt de rester sur notre territoire, alors il fallait trouver une solution parce qu'ils ont participé à la vie sociale et économique de la République démocratique du Congo, Zaïre de l'époque jadis. Et ces personnes, une décision sage des autorités de l'époque a été mise sur pied, leur octroyant la nationalité. Mais ici, les gens confondent beaucoup de choses. En 1960, la démographie congolaise n'était qu'à peine à 27 millions, si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, en 2020, nous avons plus de 85 millions de Congolais. Il faut faire une rationalité, la proportion de la croissance démographique jusqu'à nos jours. Ces Banyamulenge d'origine Rwanda ou Urundi de l'époque par rapport à l'ordonnance loi, se sont établis au Congo. Ils ont élu domicile au Congo. Ils ont fait des enfants au Congo. Ils se sont mariés à certains Congolais d'origine. Aujourd'hui... Est-ce qu'ils ont de preuves des nationalités? Parce qu'ici, on parle aussi de l'article 10 de la Constitution. Comment l'article 10 de la Constitution qui parle de la nationalité congolaise est une et exclusive.
Mais attendez. Certains n'ont pas encore renoncé de leur nationalité rwandaise jusqu'aujourd'hui. Il y a d'autres qui reviennent au Congo aussi avec cette nationalité rwandaise. Et mais puis, attendez. Du coup, on réunit maintenant un fait. Attendez. D'abord, il n'existe pas une loi qui abroge l'ordonnance loi de 71. Cette ordonnance loi de 1971. Il n'existe aucune autre ordonnance qui l'abroge. Alors, l'article 10 que vous êtes en train d'évoquer n'exclut pas du fait que ces gens ont acquis la nationalité depuis cette époque-là. Et le problème ici, c'est quoi? Il faut peut-être invectiver, permettez les termes, certaines autorités de l'époque qui ont laissé la République tomber dans l'anarchie pour ne pas contrôler ces mouvements d'intégration au profit de la naturalisation congolaise de l'époque. Mais la nouvelle aujourd'hui, la constitution avec la nouvelle loi, ça abroge l'ancienne loi. Et quand on parle de la nationalité congolaise, donc, soit d'origine, soit d'acquisition individuelle. Donc l'homme doit venir solliciter. Donc vous voulez me dire que ces personnes à qui on a donné la nationalité... Non, je parle de personnes aujourd'hui, ceux qui sont aujourd'hui, et des Congolais disent toujours, peut-être de Rwandais qui viennent ici au Congo, doivent solliciter, je ne parle pas seulement de Rwandais, je parle également de Libanais. Mais je vous dis, ils ont profité de l'anarchie qui s'est installée depuis cette époque de 1971 à nos jours. Parce que certaines personnes sont arrivées, ils étaient adultes, à l'âge de 40 ans, 50 ans, ils sont arrivés dans les limites de nos frontières et aujourd'hui se retrouvent avec cette nationalité sur base de cette ordonnance loi de 1971 en jurisprudence. Mais moi, je ne pense pas que ces personnes devraient obtenir la nationalité par rapport à cette ordonnance loi. Ça ne concernait que ceux et celles qui étaient établis dans les limites de nos frontières jusqu'au 30 juin 1960. Alors ces gens, démographiquement parlant, ils se sont. Il y a eu une croissance démographique. Ils ont eu des enfants qui sont nés au Congo. Certains aujourd'hui ont 60 ans, certains ont 70 ans, certains ont fait des enfants ici, quand bien même ils sont d'origine rwandaise, burundaise, mais vu que leurs parents étaient avec eux ici, dans les limites de nos frontières, jusqu'au 30 juin 1960, il faut aussi prendre en compte le fait qu'ils se sont mis ensemble aussi avec certains Congolais d'origine, avec qui ils ont fait des enfants. Aujourd'hui, il y a des Congolais qui sont nés de cette progéniture, de ces personnes qui ont été installées dans les limites de nos frontières au 30 juin 1960. Allons-nous leur refuser la nationalité congolaise, qu'ils ne connaissent même pas un seul mot du dialecte rwandais ou burundais, qui connaissent que le lingala, et certaines à peine s'intéressent à leurs origines de l'époque. Alors c'est la raison pour laquelle je dis que le président Tshisekedi avait raison de dire que ce sont des Congolais et ce sont nos frères congolais. Sauf que les gens ont extrapolé. Il faut faire très attention. Est-ce que c'est parce qu'on a parlé de Rwanda que dérange aujourd'hui beaucoup de Congolais? Est-ce que ça dérange parce que c'est le Rwandais, parce que c'est les Banyamulenge? Est-ce que ça dérange? Pourquoi ça doit déranger les Congolais? Parce que le Congo est entouré de 9 voisins. Il y a le Rwanda et tous les autres voisins. Pourquoi ça doit être... Parce qu'il y a des Libanais également, il y a des Belges, des Français également au Congo. Laisse-moi terminer. Pourquoi l'on doit stigmatiser que l'un de nos voisins, le Rwanda? Pourquoi devons-nous les stigmatiser? Attention, la République démocratique du Congo... À l'époque aussi, vous l'avez fait à l'époque. La République démocratique du Congo... Dans l'opposition, vous avez fait une bonne chanson sur ça. Non, j'en arrive. La République démocratique du Congo n'est pas un État xénophobe. Attention, lorsque vous poussez les gens à la manipulation tend vers la stigmatisation d'une certaine communauté, vous voulez faire de la République démocratique du Congo un État xénophobe. Là, le président Tshisekedi se battra corps et âme que cela ne puisse pas arriver tant qu'il sera président de la République démocratique du Congo. Pour revenir à ce que vous venez de dire, lorsque nous étions dans l'opposition, nous autres avions clairement dit, lorsque nous avions vu l'AFDEL arriver, que non, l'effort de guerre était celle qui a été constaté. Il fallait remercier nos frères et sœurs qui nous ont accompagnés. Mais les amis qui étaient venus avec le mouvement de libération nous avaient dit quoi? Non, ce sont nos frères. Alors, il y avait déjà la confusion à ce niveau-là. Bon, il n'y a pas de souci, on a évolué. Et plus tard, Mouzé l'a reconnu. Hein? Ce sont eux-mêmes qui nous ont dit que non, nous étions venus avec les Rwandais, les Burundais et les Ougandais. Nous étions un conglomérat d'aventuriers. Mais il a parlé de Rwandais, de Burundais, à son temps. Mais non, lorsqu'il parlait des conglomérats d'aventuriers, c'était à qui incombait la responsabilité de pouvoir dissocier
ces personnes de la réalité de la vie congolaise. Mais aujourd'hui, vous êtes aux affaires, en lieu et place d'accuser toujours. Pourquoi pas revoir aussi tout ça? Vous êtes aux affaires, vous reconnaissez nous sommes aux affaires, nous sommes aux affaires, mais il est question ici d'établir la réalité d'une époque jusqu'à nos jours. Le président Tshisekedi n'est pas celui qui avait mis l'ordonnance loi de 1971 sur pied. En 1971, permettez les termes, le président Tshisekedi n'était qu'un mineur. On est d'accord avec vous? Il était jeune, trop jeune encore à l'époque. Mais en tant que président, il jouit de l'actif. Il est président de la République. Il joue de tout. Il jouit de l'actif et le passif. Et les passifs de la République. Exactement. Mais quand il regarde dans le passif... Il ne doit pas dire que je n'ai pas connu 1970. Bien au contraire. Depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, il est le président de la République. Bien il doit rendre compte sur tous et toutes les affaires. Il lève l'équivoque avec le courage qui est le sien pour clairement dire aux Congolais que le Banyamulenge sont nos frères. Je le dis et je le répète, établis dans les limites de nos frontières au 30 juin 1960, c'est Banyamulenge qu'on appelle aujourd'hui Banyamulenge. Il y a de ceux aussi qui sont venus. Moi, les propos du président se réfèrent par rapport aussi à cette ordonnance loi de 1971 de Congolais, de Rwanda ou Urundi, des Rwanda Urundi qui se sont installés dans les limites de nos frontières jusqu'au 30 juin 1960. Ces personnes démographiquement se sont développées, démographiquement se sont accrues. Alors, aujourd'hui qu'on est en 2020, c'est lui qui était né en 1960. Dites-moi, né dans les limites de nos frontières, ou qui s'est marié à une femme congolaise ou à un homme congolais aujourd'hui, vous allez me dire que ces enfants, aujourd'hui, sont des étrangers? Non, ils sont congolais, de la nationalité congolaise, et c'est la raison pour laquelle le président va même plus loin pour dire que ce sont nos frères. Alors, nous allons repartir en image. Il y a le cardinal Fridolin Ambongo qui reconnaît également le Banyamulenge comme nos frères. Il dit que ce sont nos frères et il revient d'ailleurs dans l'histoire pour nous parler de cette histoire des Banyamulenge. Nous allons repartir en image et revenir après juste pour certainement mettre terme à notre édition. Nous sommes déjà presque à la fin de cette édition. Voilà, image. De retour après cette vidéo, Monsieur Félix Kabala, je rappelle que vous êtes collaborateur du chef de l'État et également l'un des communicateurs du président de la République. Monsieur Félix Kabala, aujourd'hui, est-ce qu'il est grand temps, parce que le président de la République l'a déjà dit plus d'une fois, d'évaluer, de faire un état des lieux sur la question de nationalité? Est-ce qu'il est grand temps aujourd'hui? Parce que ça dérange beaucoup. Je pense qu'une étude doit être mise sur pied parce qu'on ne se lance pas dans de matières sensibles d'une manière intempestive, de crainte que cela puisse créer des confusions à l'horizon. Donc, ce sont de matières qui doivent être traitées avec une certaine délicatesse. Et surtout, ce n'est pas question d'ordre présidentiel, hein, c'est question de l'Assemblée nationale et les législateurs. Mais non, mais il ne faut pas exclure l'Assemblée nationale, le Parlement, des prérogatives du chef de l'État. Les institutions de la République reconnues par la Constitution sont claires. Nous avons le président de la République, nous avons le gouvernement, nous avons le Parlement, nous avons les cours et tribunaux. Alors de toutes ces institutions, il y a une personne à qui la Constitution reconnaît être à la fois président de la République et le chef de l'État. Or, toutes les autres institutions font partie de l'État. Il est leur chef parce qu'il est président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées, et il est également le magistrat suprême. C'est une question purement parlementaire, hein, cette question. C'est une question parlementaire pour laquelle le Parlement doit nécessairement également soumettre ses conclusions à l'attention du président de la République. Alors, une année après aujourd'hui, M. Félix Kabala, dans pratiquement 3 jours, nous allons certainement faire un état des lieux. Nous allons certainement se poser des questions une année après le président de la République. Qu'est-ce qu'il a fait du bon? Qu'est-ce qu'il a pu réaliser? Personnellement, en tant que Congolais, est-ce que vous avez un sentiment de satisfaction ou sentiment des défis qui vous restent encore, ou vous sentez un vide en fait dans ce que vous devez faire? Bien que ce n'est pas un moment du grand bilan. Vous savez, la République démocratique du Congo, après 1 an, dans quelques jours, dans 72 heures, en termes de bilan,
je peux parler de bilan d'observation. Pendant le bilan d'observation, des actes ont été posés. Dans cette observation, on remarque qu'il y a beaucoup à faire. Parce que l'état dans lequel nous héritons de l'appareil de l'État n'a pas été satisfaisante. N'a pas été satisfaisante. D'où l'observation qui a été menée par le président de la République l'a conduit tout droit à poser des actes majeurs. La gratuité de l'enseignement, qui est un événement qui va nous conduire, non seulement pendant ces quinquennats, peut-être pendant le second, et aussi pour ceux qui viendront après. Parler du second de 2023 ? Je me répète. 2023 ? Je dis, la question de la gratuité de l'enseignement n'est seulement pas une question qui va nous conduire pendant ces quinquennats, qui pourrait être continuée, qui doit continuer, pas pourrait, mais doit continuer, parce que c'est lui qui va venir, ou la personne qui sera reconduite en 2023, qui osera arrêter la mise en application d'une disposition constitutionnelle, ça sera une haute trahison. Là, on peut évoquer l'article 165 aussi, hein? On peut l'évoquer, parce que l'acte qu'il a posé de la gratuité de l'enseignement ne va seulement pas s'arrêter au quinquennat du président Tshisekedi, il continuera pour le quinquennat suivant également et pour des années et des années. Celui qui viendra en 2023, il n'y a que le Congolais et Congolais qui décideront nous sommes arrivés à terme de notre édition, l'État nous fait défaut. Et il a également posé l'acte de pouvoir pacifier l'Est de la République démocratique du Congo. Nous ne crions pas à la victoire maintenant, parce qu'il ne faut jamais placer la charrue avant le bœuf. Il faut continuer à fournir des efforts comme les faits avec nos FARDC, qui font un travail remarquable à l'Est de la République, sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et tant d'autres projets pour lesquels nous attendons comme des graines plantées sous la terre qui vont amener les fruits nécessaires et des arbres, des fruitiers qui vont être consommés par l'ensemble de la population. Une année après, nous allons certainement réaliser un élément spécial avec Monsieur Félix Kabala, sous votre autorisation. Vous serez disponible? Il n'y a pas de problème. Nous allons certainement revenir point sur point et parler de tout le fait en fait. Hein. Nous allons partir social, économie, pourquoi pas également d'ordre éducationnel. Quand on parle de la gratuité de l'enseignement et à boire et à manger aujourd'hui, c'est vrai que c'est aussi parmi l'actif du président de la République. Je rappelle que sur ces plateaux, j'ai reçu M. Félix Kabala. Il est le communicateur, l'un des communicateurs du président de la République et collaborateur. Nous sommes arrivés à terme de notre édition. M. Félix Kabala, une question pendant 30 secondes. 2023, qui sera les candidats du cash? La question de 2023 n'est pas encore engagée. En 2023, avec l'action que mène le président de la République, je ne viens pas de n'importe quel bord politique. Je suis un membre cadre de l'UDPS. Moi, je ne pourrais que mettre mon champion en avant. Merci, ça est fini pour cette édition. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi sur Vision Plus TV, également sur Congo Web Télévision. On se retrouve trop prochainement pour une prochaine édition. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.